Vous écoutez toujours Voix de passage et bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode consacré à la santé mentale. Nous avons promené des micros et des enregistreurs dans l'hôpital d'Avron. Nous avons notamment monté un studio d'enregistrement. Nous allons pouvoir vous faire écouter quelques textes écrits à l'occasion d'ateliers d'écriture. Vous allez donc pouvoir entendre parler de la maladie, de la douleur, mais aussi du bien-être et de ce qui nous fait du bien. Avec moi, autour des micros pour cette deuxième partie, Alice, bonjour. Toi, tu as écrit des textes qui sont touchants et aussi humoristiques sur la thématique de la santé mentale et tu es venue les partager avec nous. Nous avons aussi autour des micros Claire, toujours là. Tu vas dans cette partie nous parler de ton métier, l'ergothérapie. Parmi les ergothérapeutes, nous avons aussi Jade. Toi, tu es stagiaire en ergothérapie. C'est ça. Bonjour, merci d'être là. Et enfin, Roger, c'est toi qui vas lancer cette émission avec un premier texte que tu as intitulé « Une maladie si pratique ». La maladie si pratique, psychiatrique, quand elle tombe dans une famille, mettons-nous à la place des parents, frères et sœurs, la seule évocation tombe comme un malheur. Quel dommage, dans les esprits qui se catastrophent. Qu'est-ce que vous auriez fait ? La seconde évocation, la seule évocation, même si elle s'avérait fausse, comme une erreur de diagnostic ou venant d'une mauvaise langue, marquera la personne à vie. Personne ne pourra l'oublier. Et la personne en portera les stigmates, transmis de bouche en chuchotement jusqu'à l'école. Jusqu'à l'école, là où les cours de morale, la main sur le cœur et la larmouille à l'œil ne freineront en rien le besoin de sensationnel des enfants, frisant la mise à mort. La maladie psychiatrique, quand elle tombe dans l'oreille du malade, comme une expulsion de la communauté des hommes. Même les personnes qui n'auront jamais de troubles parlés de leur vie la craignent comme une condamnation à l'exil. Un placement en retrait, un exil de leur famille. Séparation d'avec les amis. Le voilà retiré de son travail, de ses études, de son école, parqué dans un circuit de soins d'accueil, dans la solitude, dans la fatalité de son état, privé de la liberté et d'autonomie, privé de l'autre. Pour certaines personnes chanceuses, il existe quelques molécules qui leur permettent de revenir dans la vie sociale, dans leur travail. Pour quelques autres qui n'ont pas pu recevoir un complément d'apprentissage pour acquérir un minimum d'autonomie, voire même d'amour, la vie dans les institutions. La maladie psychiatrique, quand elle tombe dans une société, c'est que quelques-uns, parents, soignants, bénévoles, veulent la déterrer pour qu'on s'occupe de ces personnes en difficulté. Chose qui arrive de plus en plus chez nous, résultat d'évolution et d'ouverture, nourri par l'apport de mixité par les immigrants. Mais dans les sociétés archaïques, le rejet des personnes bizarres n'a pas existé. Et souvent, la personne diminuée est déifiée et protégée comme elle-même, protégeant le village et renforçant la cohésion humaine. Quand on devient civilisé, on devient un peu con. Jusqu'au moment où trop c'est trop et ça coûte trop cher et qu'on soit obligé de redevenir un petit peu plus humain dès que cette démarche rentre dans un budget de l'État ou sous pression populaire. Je crois que c'est tout. Merci Roger. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce texte ? Pourquoi tu as écrit ce texte ? J'ai écrit... Quand on devient civilisé, on devient un peu con. Ça, c'est un peu mon vécu. J'ai jamais su que j'étais malade psychiatrique, moi. Donc j'ai souffert énormément. Je me suis extrêmement protégé des réactions des gens. Je me suis aperçu que les gens psychiatrisés, je sais pas comment on dit, souffrent beaucoup plus de l'inintégration et du regard des autres, de la vulgarité populaire des fois, de la spontanéité de ce qu'ils disent, et puis aussi ils ménagent pas leurs mots, quoi. Et donc c'est un peu on parlait j'ai entendu la péridance tout à l'heure et je me suis dit je fais de la péridance spontanée comme ça, et donc
là, j'ai 73 ans. Je m'occupe enfin de moi. Donc, voilà, j'ai décidé avec énormément de difficultés, beaucoup de retard, je me suis mis dans les bras de la psychiatrie, enfin des professionnels. Et puis, je m'aperçois que mon meilleur passe-temps, puisqu'on peut revenir aussi sur ce qui fait du bien, Bien sûr. c'est un peu ça la pérédance, c'est-à-dire s'occuper de toutes les personnes que je vois qui peuvent recevoir une parole, qui ont besoin de parler et qui ne se taisent. Et il faut lutter parfois même contre les aides-soignants qui eux-mêmes rejettent un peu facilement les patients. Je ne veux pas garder la parole pendant 2 heures. Mais c'est de tout ça un peu que tu parles quand tu écris des textes, en tout cas. Oh oui, c'est très vaste. Oui. Ok, merci Merci. beaucoup. Je vous propose qu'on écoute un autre texte. En fait, tous les écrivains de cette émission ne sont pas avec nous. Et on va maintenant écouter le texte de Ariel, qui lui parle de la bipolarité. Je suis bipolaire et j'ai récemment vécu une crise de manie aiguë. J'ai ressenti une sorte d'épiphanie pendant laquelle tous les concepts se rejoignent et des liens se tissent entre une multitude de savoirs a priori différents et sans lien commun. Cette épiphanie est une bonne chose à mes yeux, un type de don extraordinaire offert à peu de gens. Moi, j'ai la chance d'avoir un savoir encyclopédique, de la mythologie grecque en passant par la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament et bien sûr des philosophes de l'époque des Lumières et d'un grand pan de littérature moderne. Le seul piège, entre guillemets, avec cette capacité à tout lier ensemble, c'est que l'on peut développer un état d'esprit de persécution. Moi, par exemple, je me suis pris pour le futur leader de la résistance face aux machines qui auraient pris le contrôle de la planète dans le futur. Et comme dans le film de James Cameron, j'étais persuadé qu'un Terminator avait été envoyé du futur pour m'éliminer. C'est seulement une fois hospitalisé que ces vagues de persécutions imaginaires successives se sont calmées. Je suis fier de ma bipolarité qui peut être vécue comme un état de grâce si mon ego ne gonfle pas trop et donc si je ne deviens pas mégalomane. Je garde le meilleur du trouble bipolaire pour moi et me fais soigner pour annuler les effets négatifs. Donc ce texte qu'on a enregistré avec Ariel à l'hôpital d'Avron, c'est lui qui a demandé à ce qu'on rajoute derrière de la musique épique comme ça pour traduire au mieux l'énergie dans laquelle il était. Il parle donc de la bipolarité. Alice, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire la bipolarité ? Alors, le trouble bipolaire est une maladie mentale caractérisée par une variation anormale de l'humeur avec l'alternance de 2 phases, d'où le mot bipolaire. La personne peut par exemple vivre une période de profonde excitation, appelée épisode maniaque, puis une période de dépression, voire de mélancolie. Entre ces périodes surviennent des épisodes de stabilité qui durent plus ou moins longtemps selon les personnes. Ce qu'il appelle les meilleurs moments de la bipolarité peut-être dans son texte. J'aime bien quand il dit « Je garde le meilleur de la bipolarité pour moi ». Jade, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la bipolarité, toi ? Moi, j'aurais aimé qu'il y ait Ariel. Oui. J'aurais une question à lui poser. Enfin, une question que je me pose. Est-ce qu'on est conscient dans cette phase d'ego comme il dit, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, c'est réel et c'est atteignable, ou on est conscient de ça que dans la phase où on va être stabilisé? Voilà, c'est ma question que je me poserais. Je sais pas si Claire, tu pourrais m'aider à répondre sur. En tout cas, d'après les témoignages que j'ai pu entendre, dans cette phase-là, ça donne l'impression que la personne n'est pas forcément consciente qu'elle déborde de quelque chose et que parfois ça l'amène trop loin dans des dépenses ou dans des actions qui peuvent lui porter préjudice. Par contre, ce dont elle témoigne souvent, c'est que c'est très plaisant, c'est assez grisant.
Ce qui fait que parfois, c'est difficile de lâcher ça, ces moments-là, avec quelque chose qui va réguler l'humeur dans quelque chose qui est plus subnormal, comme tout un chacun, on est soumis aussi à des variations de l'humeur, parce que c'est des moments exaltants, grisants, comme cette musique peut l'évoquer, et que c'est des moments on va dire de grande jouissance, ça peut être de grand plaisir, de se sentir vraiment puissant, etc. quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tu as très bien répondu. Du coup, ça fait qu'il peut y avoir un côté un peu plat, sinon. Je vois. En tout cas, on remercie Ariel pour son texte. Maintenant, Alice, je me tourne de nouveau vers toi. Tu as écrit un texte qui s'appelle « Entretien avec mon psychiatre ». Je te propose qu'on l'écoute, puis tu nous en dis 2 mots après. Ok ? Alors, c'est parti. Mais vous êtes fou. Oh oui. Quoi de neuf, docteur, ici? Vous allez très mal. Pour vous, une dose de cheval, plein de neuroleptiques et tout va être magique. Un qui ne va pas du tout pour bien rester parmi nous. Ne pas s'en apercevoir, ni médecin, ni personnel. L'hôpital, c'est très rasoir, c'est loin, ça, Djeba. On trouve que ça va comme ça. Mais pas moi. Ce traitement, je l'ai depuis 1 an, il ne me va pas. Il me bousille ma santé physique et ne marche pas sur mon psychisme. C'est votre traitement, il faut le prendre ou on vous fera une injection. On ne s'occupe que de ma santé psychique et pas de ma santé physique. J'ai d'autres médicaments normalement. Je vois bien que je ne suis pas dans mon état normal avec ces médicaments. J'en voudrais un autre qui marche à chaque hospitalisation, mais vous insistez avec un autre qui me fait perdre les pédales et me rend agressive. Et pour vous, c'est bien comme ça ? Pas le droit d'être écouté et quand on se fait harceler et agresser par un autre patient, aucune vérification de la part des soignants. C'est dans notre tête. Il faut tout supporter. Si l'on s'isole dans notre chambre pour y échapper, c'est que l'on ne va pas bien. Excusez-moi, ce n'est pas très cohérent. Alors, Alice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce texte ? Alors, c'est en psychiatrie, souvent, ils insistent souvent sur le côté psychiatrique, justement, les médicaments. Puis, ils ont tendance à tout interpréter sur un côté psychologique, sans vérifier si c'est vrai ou pas. Parce que la première pensée qui traverse un psychiatre, c'est que c'est sans doute pas vrai ce qu'on dit, donc... Ça, c'est quelque chose qui, toi, a été douloureux pour toi, la remise en question. Ça m'est arrivé plusieurs fois et ça arrivait à d'autres personnes aussi. Et pourquoi tu as choisi de mettre parce que c'est un texte humoristique, tu fais 2 voix. Ouais. Tu t'es placé des 2 côtés. Pourquoi tu as choisi le ton humoristique ? Je trouve que ça passe mieux. Puis au moins, c'est drôle. C'est l'avantage. Oui, tout à fait. Tu as écrit un autre texte qui s'appelle « Discours sur la schizophrénie ». C'est un texte qui parle des préjugés de la maladie sous la forme d'une fausse émission de télé. Si tu veux bien, on t'écoute nous le lire. Chers concitoyens, tout près ou loin de la psychiatrie, je voudrais vous informer sur la schizophrénie, cette terrible double personnalité horrifiante et violente. Les médias m'ont bien aidé à préparer cette émission télévisée. Excusez-moi, un porte-parole schizophrène, porte-parole d'une association de patients s'interpose. J'ai peur, il va me tuer. Il me dit que ce n'est pas cela du tout la schizophrénie. Il est fou. Il me donne même de nombreux conseils de lecture et essaye de m'imposer une vision délirante. Qu'on l'enferme. Chers concitoyens, navrés car le temps est compté. Méfiez-vous de ces schizophrènes et de leurs faux oracles. C'est la chienlit des maladies mentales. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain, si vous le voulez bien. Alors, la schizophrénie. Qu'est-ce que c'est la schizophrénie, Jade ? Donc, le terme schizophrénie vient du grec ancien et a été introduit en 1908. Ce mot est composé de 2 racines grecques. Schizo qui signifie divisé et phrénie qui signifie esprit. Donc, littéralement, la schizophrénie, c'est l'esprit divisé.
C'est un trouble mental chronique et complexe qui affecte la manière dont une personne pense, ressent et se comporte. Elle se caractérise par une rupture avec la réalité, ce qui peut entraîner des symptômes graves qui perturbent la vie quotidienne. Et il faut savoir que ce trouble touche 1% de la population mondiale. Ok. Pourquoi tu as écrit ce texte sur la schizophrénie, toi, Alice ? Parce que moi, quand je suis sur cette maladie, pour en avoir rencontré justement pas mal de schizophrènes, c'est que la vision de la société est très différente de ce qu'ils sont réellement, quoi. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, tu incarnes plusieurs personnages au sein du même texte. Donc, tu parles de la schizophrénie en te mettant dans un exercice qui est un peu marrant parce que tu incarnes différents rôles. Donc, je trouvais ça assez bien vu. Claire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la schizophrénie ? Peut-être pour ajouter de l'eau au moulin que Jade a ouvert, et Alice. Dans les éléments concrets, on parle souvent des symptômes négatifs, tous les A, aboulie, apragmatisme, anédonie, enfin des gros mots qui veulent dire qu'on est coupé de la réalité et de ce qui donne envie de vivre, quoi. Voilà. Et par ailleurs, il y a aussi tout ce qui est la production délirante, qui est une façon de s'adapter. Quand tu parlais de désadaptation, par quelque chose de coupé par rapport à la réalité, parfois il y a une autre réalité qui se construit et qui peut paraître un peu étrange à l'extérieur, mais qui, a priori, est quelque chose qui aide la personne à aménager la réalité, à le pouvoir faire avec, à pouvoir la supporter. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas que la schizophrénie. Et toi, Roger, tu as souhaité nous partager un texte qui parle d'autres douleurs ? Ma version de ce que j'en ai entendu un petit peu, qui est sûrement basique, mais que j'ai entendu, qui est inspiré de psychanalystes. J'ai vécu avec une psychanalyste très longtemps. C'est que dans la schizophrénie, c'est une barrière qu'il y a dans le cerveau qui est déficiente, on va dire, qui n'est pas efficiente et qui permet au conscient d'accéder à l'inconscient, ou le contraire, l'inconscient qui déborde sur le conscient. Il y a des médicaments qui permettent de limiter ces effets, et donc de faire revenir les malades schizophrènes dans la vie, dans leur boulot, etc., dès que c'est soigné, parce que si c'est pas soigné, on les prend pour des malades mentaux. Et là, du coup, tu vas nous lire ton texte qui s'intitule Condamnation. Oui. J'ai retroussé mes manches et j'ai attaqué dans le lard. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Alors, on dirait qu'au GHU, Maison Blanche, Péray-Vaucluse et Sainte-Anne, il n'y a que la schizophrénie. Mais non, mais c'est parce qu'avec elle, on a un des remèdes efficaces. La souffrance psychique est si courante que l'on la trouve refoulée partout. Et ce n'est pas parce qu'on a des remèdes pour la faire taire que la société est indemne des autres affections purement psychiques venant de traumas, viols, violences, humiliations, comportements. La résiliation est le pardon, mais peut-on pardonner à un mec bestial qui abat d'autres hommes avec jouissance ? Peut-on pardonner qu'un mec impose le symptôme de sa maladie, noyé par l'alcoolisme, en imposant sa volonté à coups d'hématome, sur qui de droit, c'est-à-dire le seul qu'il a, sa femme, ses enfants ? Doit-on pardonner une mère qui tait les viols de son mari ou les violences pour avoir la paix ? Cet enfant victime souffre de tous les symptômes du rejet, vivant et puant comme un clodo, pleurant et geignant plutôt que d'échanger, plutôt que de sourire, mendiant alcool via aumône et cigarette en lieu d'humanité, en lieu de l'amour. Peut-on pardonner aux spectateurs et auditeurs d'éluder et de culpabiliser la victime, lui suggérant la parano ? Voilà. Et ce texte, effectivement, est un texte que je trouve très très beau, mais qui est assez dur, et qui s'appelle Condamnation, et qui parle effectivement de toutes ces choses qui peuvent nous faire du mal et qui sont autour de nous, et qui ne sont pas forcément juste
enfermé derrière ce mot de schizophrénie ou de certains grands noms de maladies. On a du coup dans cette partie d'émission parlé de ce qui fait du mal, on a parlé de la maladie et on a commencé à esquisser un petit peu les choses qui nous font du bien. Et à l'occasion de nos enregistrements et des différents ateliers qui ont été menés par Alice, par Auguste, mais aussi par Florian, Gaël aussi s'est plié à l'exercice. La question, ça a été aussi de se demander, mais qu'est-ce qui nous fait du bien ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir mieux ? Qu'est-ce qu'on met en place pour aller mieux ? Il y a une personne qui n'est pas avec nous aujourd'hui et qui s'appelle Lydienne et qui s'est pliée à l'exercice. Et elle nous a envoyé ceci pour que je vous le fasse écouter. Nuage de mots. Ce qui me fait du bien. Pratiquer un sport, en salle ou à la maison ou dehors. Faire de la marche, à pied plutôt. Jouer à des jeux de société ou à des jeux vidéo. Participer à des sorties culturelles. Gustave Eiffel cinéma, Gloria Gloria théâtre. Regarder des séries, American Wives, plutôt sur SFR Box. Écouter de la musique, divers et variés et critiques. Sortir dans la nature pour s'aérer l'esprit. Méditer, aller loin par la pensée. Voyager, que des bons souvenirs. Dessiner avec un calque ou du papier de carbone le dessin de son choix. Écrire, lettres, poèmes, histoires, slam. Danser, chanter, faire du théâtre, cuisiner des gâteaux. Jouer d'un instrument de musique, la voix. La lecture, journaux, livres de poche. Jardiner ou coudre. Faire du bénévolat. Association Dorothy Day. Voilà ce qui me fait le plus de bien. Au revoir à tous. Et à bientôt. On l'applaudit. Et on la remercie. Alice, toi, c'est quoi qui te fait du bien ? Moi, ce qui me fait du bien en attendant d'avoir une vraie activité, on va dire, c'est les ateliers où on peut faire plusieurs choses comme l'ergothérapie, les différents ateliers auxquels je peux participer, animer les ateliers écriture, participer au projet de la fresque. C'est tous ces projets qui sont des projets en collectif. Oui, parce que je trouve que c'est, à part le sport que je peux pratiquer toute seule, je trouve que c'est plus facile que d'être tout seul chez soi à le faire, quoi. Complètement. Et tout ce qu'on raconte là, ça se rapproche effectivement beaucoup de l'ergothérapie. Et maintenant, je me tourne vers toi, Claire. C'est le moment où tu peux peut-être nous raconter un petit peu en quoi ça consiste l'ergothérapie, parce que finalement, c'est pas non plus hyper connu. Non, c'est vrai. Et, oui, voilà. Et parfois, c'est pas évident de le définir. J'avais une collègue qui me disait, oui, vous les ergothérapeutes, vous essayez de nous expliquer ça pendant une demi-heure et on n'a toujours rien compris, quoi. Voilà. Parce que ça parle beaucoup de choses, ça rejoint un petit peu ce que racontait Lydienne dans son texte aussi, c'est beaucoup des choses de la vie. C'est ça ? Donc, je vais m'y essayer. J'espère que ça prendra moins d'une demi-heure et que
pourra vous apporter quelques éclairages. En tout cas, tel que je la pratique. Donc, l'ergothérapie, qu'est-ce que c'est? Je suis allée rechercher dans les racines, grecques aussi, toujours, le soin. Ça, c'est les ergothérapeutes. Quand Oui. on leur demande des définitions, ils vont chercher chez les Grecs. Oui, mais je crois que c'est pas un hasard. Je crois que les Grecs ont pas mal apporté dans le monde du soin. En tout cas, voilà. Il semblerait dans l'histoire, bien avant nous d'ailleurs. Donc, ergothérapie, il y a le grec ergon, qui fait référence à la poussée créatrice, comme une pulsion de vie. Et thérapia, c'est l'action de prendre soin. C'est le care. Donc, comment se soigner en sollicitant sa créativité. Créativité qui peut s'appliquer en tout domaine. Stricto sensu en application dans les arts plastiques et visuels, c'est ce qui nous vient directement, mais aussi comment on est créatif dans tout ce que l'on fait. On peut considérer ça comme une posture d'être au monde. Cela posé, on dit que dans la création, ce qui vient comme matière première psychique, à travers nos idées, notre gestuelle, nos couleurs, nos formes, selon que ce soit de la danse, du modelage, de la peinture, du théâtre. Donc tout ce qui nous vient sous la main, tout ce qui nous vient en tête, c'est ce qu'on n'a pas digéré. C'est les cailloux, les scories qui empêchent notre rivière intérieure de sauter joyeusement, qui entravent la fluidité, l'harmonie, qui viennent perturber notre équilibre. Tout à l'heure, Anna parlait d'être bousculée par des troubles psy. Héloïse parlait de se débattre avec la vie. Pierre parlait d'une expérience dans la tempête, de l'épreuve du feu. Voilà, donc tous ces éléments-là où notre équilibre est mis à mal. Alors, c'est comme une nouvelle chance de pouvoir métaboliser ces expériences, comme une mise en forme de l'informe, pour pouvoir faire avec, pouvoir évoluer, pouvoir élaborer, et élaborer dans les deux acceptions de ce terme. En élaborant une œuvre, par exemple, avec une matière concrète telle la réalisation d'un modelage en terre, on réalise quelque chose. Donc, c'est une première forme d'élaboration. En même temps, au niveau concret et au niveau psychique, on élabore des éléments psychiques dans le même temps. Ça nous permet de les digérer et de pouvoir, que ça puisse nous aider à construire notre vie. Voilà. Je reprends des mots d'Auguste pour illustrer ce processus. C'est issu d'un texte élaboré lors d'un atelier slam à la MPE2A, qui dit donc quelques paroles pour venir guérir les maux que ma mère a vu naître dès le berceau. Et je casse la démarche, car je vois que le changement est en marche. Et par ailleurs, j'emprunte à Socrate la notion de maïeutique, l'art d'accoucher les âmes, pour illustrer notre travail d'accompagnement de chacun pour advenir à soi-même, avec tout notre patrimoine intérieur. Les choses sont déjà là. C'est juste pouvoir les transformer, en prendre conscience et pouvoir les utiliser. Et la technique n'est là que pour préciser, pour affiner ce que l'on a à dire. Donc cela fait partie des approches holistiques qui considèrent chacun comme un tout. En fait, on n'est pas saucissonné. Nos différentes parties, elles interagissent entre elles afin de naviguer sur ce fil. On parle souvent des ergothérapeutes dans leur accompagnement aux tâches de la vie quotidienne, comme se laver, s'habiller, se préparer à manger, faire ses courses, etc. Et pour moi, tout cela vient dans un après, à partir du moment où cela fait sens pour la personne. Par exemple, pourquoi se lever, s'habiller si je me trouve très moche, nulle, naze, mais que je n'ai pas du tout prévu de voir des gens, car je n'ai personne à voir, pas de famille, pas d'amis, pas de travail, etc. Et que rien que d'y penser, ça me fatigue, ça m'angoisse. Pour reprendre des mots de Roger, si vous le permettez, quand on est en exil de soi-même et des autres. Voilà, quel sens ça peut avoir d'aller de se préparer, d'exécuter ces tâches concrètes. Donc voilà, comment on essaye de reconnecter ça. Et notre intention est que la personne soit le plus autonome possible. Donc c'est un autre mot d'origine grecque qui se décompose en autos, qui signifie le même, et nomos, c'est les règles établies par la société. D'où autonomos qui se régit par ses propres lois. C'est là qu'entrent en jeu différentes déclinaisons de cette notion, et je trouve que c'est vraiment important de les avoir en tête, je dirais, pour ouvrir le jeu. Voilà. Pour l'Académie française, c'est la possibilité pour une personne d'effectuer sans aide les principales activités de la vie courante. Donc ça, c'est le sens le plus courant. En philosophie, être autonome implique une relation interdépendante à autrui et suppose une parfaite connaissance de soi. L'autonomie peut se définir comme la capacité d'agir avec réflexion en toute liberté de choix.
Donc voilà, je trouvais que dans cette définition-là, c'était important de souligner l'importance de la connaissance de soi. Et en psychologie, l'autonomie est le processus par lequel une personne acquiert ou détermine elle-même ses propres règles de conduite. La capacité d'autonomie résulte de l'intériorisation de règles et de valeurs, consécutif à un processus de négociation personnelle avec les divers systèmes normatifs d'interdépendance et de contraintes sociales. Voilà comment on négocie avec les éléments qui sont issus de notre bain culturel, entre autres. Comment on crée sa propre loi, son propre système de valeurs, comment on se crée sa petite philosophie. Selon Mill, personne ne peut contraindre ou obliger quelqu'un d'autre à agir différemment ou à s'abstenir de faire ce qu'il souhaite sous prétexte que cela serait meilleur pour lui. Ce qui me paraît très important dans tout cela, c'est d'être à l'écoute de la singularité de chacun et de ne pas plaquer sur l'autre notre propre système de valeurs. Une application concrète. Prenons une personne qui a perdu l'usage de ses 2 jambes, on dit paraplégique. Le matin, elle peut se préparer seule, cela lui prend 2 heures. Une personne pourra choisir de continuer à se préparer seule, car pour elle, cela a du sens, cela répond à des valeurs profondes. Pour une autre, elle préférera bénéficier d'une aide afin de garder du temps et de l'énergie pour des occupations dans sa journée qui répondent mieux à son propre système de valeurs. Donc l'idée est donc d'accompagner la personne à se connecter, reconnecter à elle-même, afin de retrouver du sens et gérer au mieux ces 2 dynamiques contraires qui nous agitent à notre insu en permanence. En résumé, nous sommes agités entre pulsions de vie et de mort. Notre équilibre se trouve sur ce fil. Et donc Jade, ma foi, si tu avais des éléments à ajouter, puisque tu es déjà presque ergothérapeute, et dire aussi qu'on s'inscrit on n'est pas tout seul dans l'histoire, on s'inscrit dans une famille d'approches comme ça assez globale, qui accompagne. À toi, Jade. Écoute, j'ai première fois que j'entends une définition aussi longue sur l'ergothérapie, et je trouve que tu as bien englobé un peu tout ce qu'on faisait, et je trouve ça très important de souligner l'ergothérapie en santé mentale. À l'école, on a malheureusement pas trop de cours là-dessus, et on n'en entend pas trop parler. Et donc voilà, non, je suis très d'accord avec ce que tu as dit, et j'ai rien de plus à ajouter. Voilà. Merci beaucoup toutes les deux pour cette définition sur l'ergothérapie. Je vous propose pour terminer cette émission par continuer de prendre un petit peu plus de hauteur, et je vous invite à partir en voyage avec Chantal, qui a participé aux ateliers d'écriture, et pour elle ce qui lui fait du bien, c'est le voyage, et c'est une très très grande voyageuse. Ses mots, ces écrits ont été lus par Claire, ergothérapeute, et Claire, médiatrice culturelle. J'aime voyager. Cela étonne, car à mon âge, 70 ans, on reste à la maison, me disent les femmes aussi âgées que moi. Premier voyage au Pérou, en Équateur et en Bolivie, qui pleure chaque année le retrait de l'accès à la mer que lui a imposé le Chili. C'est sans doute pourquoi les Boliviens ont un caractère plus dur et renfermé que les autres pays. Le Pérou dévoile peu à peu ses trésors archéologiques et offre la vue de toutes ces espèces de lamas, comme la Bolivie d'ailleurs. L'Équateur est plus luxuriant. De nouveau, le Pérou sur sa côte est avec le célèbre Machu Picchu au départ de Cusco. Puis redescendre sur le lac Titicaca et ses maisons rudimentaires comme des radeaux sur l'eau. J'aime voyager. Amérique du Sud, 2e voyage, le Chili, un saut en Argentine puis au Brésil. Au Chili, le courant Humboldt parcourt toute la côte et rend l'eau très froide. À Valparaiso, le dédale des maisons et escaliers colorés enchante les amateurs de street art. Près de Valparaiso, la maison de Pablo Neruda attire les littéraires. De Punta Arenas, une navigation dans le détroit de Magellan, par lequel j'atteins la mythique Ushuaia. En Argentine, je n'irai qu'aux chutes d'Iguazú et à Buenos Aires, où le tango est roi. De là, je vole droit sur Salvador de Bahia, où le carnaval est piéton sur la partie haute, avec fanfare et danse, et donne l'occasion de discuter avec les habitants. Puis, ce sera Sao Paulo et surtout Rio de Janeiro.
Là, je rencontre une jeune Française qui boucle un tour du monde avec comme thème la cuisine. Elle a maintenant ouvert un restaurant des cuisines du monde à Saint-Malo. Voilà comment j'ai voyagé. La plupart du temps seule, toujours en auberge de jeunesse, en avion, en train, en bus, restant 5 jours dans chaque point choisi et rayonnant à partir de là. L'expérience vaut la peine d'être vécue. Je me tourne du coup vers vous quatre maintenant pour un dernier petit mot sur le voyage. Alors peut-être commencer par toi, Roger. Ça t'évoque quoi le voyage ? Ça m'évoque ma vie. J'ai eu de la chance. Non, j'ai eu la malchance d'avoir une famille qui s'occupait pas de moi du tout. J'avais été tout seul garçon, donc le voyage pour moi ça a été la fuite. Ça a été plutôt la fuite, oui. Et j'en ai profité pour fuir de France pendant très longtemps. Je me suis refait une éducation. Je m'intègre énormément aux coutumes des gens. J'aime bien qu'on m'appelle raciste parce que ça colle pas du tout, quoi. Quand je rentre dans un pays, j'adopte tout. T'as voyagé où ? J'ai fait de Orléans à l'Inde. J'ai fait le tour de l'Inde et 3 fois. Et je suis devenu indien et hindou. Parce que c'est vrai aussi, il y avait la dimension de la question de la religion. Quand on est tout jeune, on ne sait pas trop pourquoi on veut nous faire on veut nous faire croire toutes ces fables. Et donc j'ai fait de la théologie, quoi, et j'en ai pratiqué. Je suis devenu moine en Inde. Je me rappelle plus la question qu'on m'a posée. Ça t'évoque quoi le voyage ? Le voyage, il nous a emmenés chez les moines en Inde. Merci Roger. Alice, c'est quoi le voyage pour toi ? Moi, j'ai un peu voyagé quand j'étais plus jeune. Je dirais que maintenant, c'est pas tellement dans mes moyens. Mais ça apporte plein de choses. Le voyage, ça permet de voir des choses nouvelles, de rencontrer des gens différents. On voit d'autres cultures, on voit des choses qu'on voit pas forcément en France, quoi. Mm-hmm. Il y a Eric qui devait être avec nous aujourd'hui et qui n'a pas pu être là, mais on pense à lui et qui parlait, lui, plutôt du voyage intérieur. Pour lui, le voyage, c'est la méditation et que ce voyage intérieur permet de faire plein de choses. Un petit mot sur le voyage, Claire ? Eh bien, comme mes comparses l'ont évoqué, il y a le côté de ce qui est différent, de ce qui nous fait voyager justement et qui change, je dirais, dans un côté purement divertissant dans un premier temps, mais aussi plus profondément pour confronter des façons de penser, des façons d'agir. Et ça, je le trouve, je peux être happée et ravie par des façons... Des paysages très différents, des personnes qui sont habillées différemment, qui vivent différemment, mais aussi un peu tous les jours en côtoyant des façons d'être différentes aussi. Et ça aussi, ça me fait voyager. Donc, j'aime bien voyager en bougeant, en allant loin. Mais je trouve qu'il y a aussi toute une part de... Je parle pas forcément du voyage intérieur dont parlait Eric, mais en complément, je parlerai du voyageur immobile, qui aussi, dans tout ce qui se présente à nous, on peut aussi être... ça nous fait voyager parce que ça vient nous chercher dans du différent. Voilà. Merci. Et enfin, Jade, je me tourne vers toi. Le voyage ? Eh bien, moi, comme je suis étudiante, pour moi, le voyage, ça m'évoque une coupure un peu avec le temps actuel. Voilà, ça me permet de me ressourcer, de voir des paysages, de rencontrer de nouvelles cultures. Donc, pour moi, ce serait la ressource. Eh ben, merci. Merci à tous les 4 d'avoir été avec moi pour ce deuxième plateau. C'est donc la fin de cette deuxième partie. Merci donc Alice, Jade, Roger et Claire d'avoir participé à ce plateau avec moi. Merci à Ariel, Lydienne, Chantal et Amel que nous avons entendus dans les textes. Merci aux Claire, puisqu'elles sont 2, Olivier et Amel pour l'organisation de tout ça. Merci à Nicolas pour la technique. Une pensée spéciale pour Patrice qui était là tout au début de ce projet sonore et à qui je ne peux pas ne pas penser lorsque je me retrouve autour des micros et avec vous tous
ici. Voilà. Merci, Un Julie. immense bravo à tous pour votre travail. À bientôt pour un nouvel épisode des Voix de Passage.